L'année 2025 commence mal du côté des gros films et de leur box-office. Après l'échec financier de Captain America Brave New World, Mickey 17 de Bong Joon-ho est un bide qui nous attriste. Alors on va essayer de comprendre dans cette vidéo ce qui s'est passé, mais il est surtout important de savoir que cet échec pourrait avoir un impact direct sur un paquet d'autres films. T'as la trouille de crever. Cette fois, j'ai pas eu peur. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on est là pour analyser une nouvelle tôle au box-office et une qu'on trouve pour le coup assez injuste. Mickey 17, c'est le dernier film en date du cinéaste coréen Bong Joon-ho, mais surtout son premier blockbuster américain. Alors pour ce qui est de notre avis sur le film, je vous renvoie bien sûr à la vidéo d'Alexandre dont je partage l'opinion. Pour vous la faire courte, je trouve que Mickey 17, c'est un poil bordélique et sans doute le moins bon film de son auteur, mais pour le mec qui nous a pondu les chefs-d'œuvre Memories of Murder, The Host, Snowpiercer ou Parasite, la barre est très haute de base et ça n'empêche pas le film d'être une synthèse très intéressante de ses thèmes et obsession. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a dédié plusieurs épisodes de notre podcast La Réu à la carrière du monsieur et le dernier épisode est entièrement consacré à Mickey 17 parce que le film fait débat au sein de la rédaction. N'hésitez pas à aller écouter ça sur votre plateforme d'écoute préférée. Mais bref, quoi qu'on pense du film, il y a un point incontestable. Mickey 17 est un échec au box-office et un échec qui fait mal pour le studio Warner qui avait accepté de soutenir le projet. Bong Joon-ho, faut vraiment comprendre que c'est en Corée du Sud un dieu vivant. Et sa popularité, il l'a transcendée avec Parasite en 2019. Depuis le début des années 2000, le cinéma sud-coréen passionne en dehors de ses frontières, mais Parasite, c'est le cran au-dessus. Entre son box-office dément à l'international, sa palme d'or à Cannes et ses 4 Oscars, dont celui de meilleur film. Logiquement, Hollywood a proposé à Bong Joon-ho un gros budget à l'américaine, ce qu'il avait jusque-là refusé. Avant Mickey 17, le cinéaste avait déjà réalisé des films en langue anglaise, Snowpiercer et Okja, mais dans les deux cas, ça restait des films coréens. Snowpiercer avait eu du soutien de l'Europe et Okja le soutien de Netflix, mais ça restait en majorité des productions locales et à vrai dire les plus chères de l'industrie coréenne à l'époque. Donc Mickey 17, c'est un vrai bond en avant, j'ai même envie de dire, dans la filmographie du cinéaste, et pour ça, il a fait les choses bien. On parle quand même d'un budget estimé au minimum à 118 millions de dollars, mais beaucoup penchent plutôt pour 140 voire 150 millions de dollars. Et le réalisateur s'était assuré auprès de Warner le Final Cut, c'est-à-dire le contrôle sur le montage de son film, et vous allez voir que c'est important pour la suite. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qu'on va voir après ce petit interlude. Bonjour, avez-vous entendu parler de notre seigneur et sauveur Filmo? Filmo, c'est un service de SVOD spécialisé dans le cinéma de qualité qui comporte un paquet de vraies pépites et de très grands classiques. Chaque mois, ils ajoutent des films dans des sélections autour de thèmes et d'auteurs dans une tradition cinéphile qui me plaît beaucoup. Ce mois-ci, il y avait notamment la sélection Néo-Noir qui comporte 2 films extrêmement chers à mon cœur. Le premier, c'est The King of New York, réalisé par ce cher Abel Ferrara, que j'aime tellement que je lui ai consacré un grand dossier sur le site, allez le voir. The King of New York, c'est peut-être son film le plus connu, et c'est exactement un chef-d'œuvre du film de gangster. Excite la mythologie complaisante qu'on attache parfois au genre, le film représente toute la verticalité perverse du crime plus ou moins organisé, et surtout la crasse sordide qui contamine tous les étages sans exception de cette échelle verticale. Crasse qui s'étend également dans les rues de New York, la ville est le terrain de jeu privilégié de Ferrara. Et c'est aussi un des meilleurs rôles de Christopher Walken, ce qui n'est pas peu dire. On reste du côté des immenses cinéastes avec Park Chan-wook qui est l'un de ses meilleurs films, Mademoiselle. Le monsieur aime l'effet Rashomon du nom de ce film de Kurosawa qui raconte plusieurs fois une même histoire avec des points de vue différents et il l'utilise ici de manière assez grandiose. En sautant de point de vue en point de vue, Mademoiselle déballe la diabolique mécanique du désir avec une élégance sans pareil et aussi une musique absolument somptueuse. Vraiment le premier film auquel je pense quand on me parle non seulement du cinéma érotique mais aussi d'un cinéma sur ce que c'est que l'érotisme. Ces 2 films et bien d'autres sont donc sur Filmo et si vous voulez parcourir leur catalogue, vous avez 14 jours d'essai puis l'abonnement sera à 6,99 €. Mais grâce au code ELFilmo Forever, vous avez droit à un mois gratuit et toujours sans engagement. Salut! La grande tristesse derrière le bid de Mickey 17, c'est qu'il suit une trajectoire qui est devenue attendue dès qu'il s'agit d'un blockbuster d'auteur original. Et par original, j'entends qui n'appartient pas à une franchise. Tout d'abord, il y a eu le démarrage très faible du film, avec à peine 19 millions de dollars rapportés en Amérique du Nord. Étant donné que c'est techniquement un film américain et un film à gros budget, c'est un territoire qui compte beaucoup. Et être en dessous de la barre des 20 millions, c'est vraiment très faible, surtout pour un film aussi cher. Le principal problème, c'est que le public américain n'a pas été intéressé.
malgré la double présence de Robert Pattinson. Au bout de 5 week-ends d'exploitation, Mickey 17 n'a amassé que 45 millions de dollars sur le sol américain. Les analystes prévoyaient très tôt qu'il y aurait un écart assez important entre le score du film aux États-Unis et à l'international, où le film avait plus de chances de plaire. Ce fossé, on le constate puisque Mickey 17 a récolté 78 millions de dollars à l'international, dont 20 millions rien qu'en Corée du Sud, qui a pas mal soutenu le film. Mais tout ça reste insuffisant, même du côté de l'international. Au box-office mondial, Mickey 17 totalise, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 123 millions de dollars, et il y a peu de chances qu'il aille tellement plus loin. À force, vous connaissez la chanson, mais face au beat du film, Warner n'a pas traîné à le sortir en VOD pour compenser ce manque à gagner, et on sait que ça freine toujours la vie d'un film en salle. Mais comme le dit si bien Sonic le Pangolin, gotta go fast to make some moulaga, enfin un truc comme ça. Bon là, c'est le moment où ça pique vraiment. On le dit à chaque fois dans ces vidéos, mais je le redis quand même, pour être rentable, un film doit remporter au minimum le double de sa mise, voire le triple si on prend en compte le marketing. Je vous renvoie à la vidéo de Geoffrey qui explique ça très bien. Si on prend la fourchette basse du budget de Mickey 17, il lui fallait au minimum 300 millions de dollars pour être rentable. Et encore, c'est généreux. Autant dire qu'on en est loin, et selon plusieurs médias américains, dont Variety, Mickey 17 ferait perdre à Warner entre 75 et 80 millions de dollars. Et ça, c'est définitif, hein. Donc une fois que le film aura eu une vie en VOD, en DVD, à la télé et en streaming, donc c'est chaud cacao quand même. Et si je voulais être encore plus cinglant, et bon je vais l'être, il suffit de comparer ce score à celui de Parasite. 54 millions de dollars aux États-Unis, 208 millions à l'international, dont une majorité en Corée, et un total mondial à 262 millions. C'est déjà pas mal, mais la différence majeure, c'est que Parasite n'a coûté que 10 millions de dollars à produire. J'avais dit que ça piquait un peu. Mais vous savez, il n'y a pas que le box-office de Mickey 17 qui va mal, il y a aussi la presse indé. Je sais que c'est toujours le moment un peu pénible, mais je tiens à vous rappeler qu'Écran Large, c'est un média indépendant et d'un orange flamboyant, et ça se fait de plus en plus rare. Enfin la presse indé, hein, pas le orange flamboyant. Si nos contenus vous plaisent, le meilleur soutien c'est de s'abonner au site d'Écran Large. Il y a des contreparties avec des articles exclusifs, mais ça nous aide aussi et surtout à continuer d'offrir la majorité de nos articles, vidéos et podcasts gratuitement. Le lien est dans la description et j'en reviens à Mickey 17. Concernant le beat du film, il faut quand même dire que ça sentait le roussi avant même sa sortie, et ça tient en grande partie au bordel que le film aurait été en coulisses. Souvenez-vous, je disais en début de vidéo que Bong Joon-ho avait négocié dans son contrat avec Warner le final cut de son film, c'est-à-dire le contrôle sur le montage final que les producteurs donnent peu à Hollywood. Mais ça a visiblement été source de tension en interne parce que ça n'interdisait pas Warner de tenter son propre montage quand même. C'est juste que Bong Joon-ho avait le dernier mot. Forcément, au vu du budget important du film, Mickey 17 est passé par la case des projections tests. Selon un rapport du média Puck, la version de Bong Joon-ho n'aurait pas eu des retours si favorables, mais le réalisateur avait dit à raison qu'à l'époque de Parasite, les projections tests n'avaient pas été positives. Et pourtant tout le monde s'accorde pour dire que le film est incroyable aujourd'hui. De toute façon, les projections tests, ça peut être un indicateur sur la compréhension du récit ou sur le rythme du film, mais les spectateurs créent parfois plus de problèmes qu'ils n'apportent de solutions. Et beaucoup de réalisateurs détestent les retours contradictoires qu'ils peuvent parfois recevoir. Là où ça se complique, c'est que Warner aurait fait tester son propre montage de Mickey 17, qui aurait été soi-disant mieux reçu. Alors ça, Bong Joon-ho l'a démenti depuis, et il dit aussi que le rapport de Puck, je le cite, c'est de la connerie. Pour autant, il y a bien eu une bataille pour la nature du montage, ce qui a amené le film à être reporté plusieurs fois. Visiblement, Bong Joon-ho aurait livré son montage définitif en novembre 2023. Ça veut dire qu'il restait les effets visuels à terminer, mais l'image était loquée, comme on dit. À la base, Warner visait une sortie en mars 2024, mais la grève des scénaristes de 2023 a obligé à un décalage par rapport au reste du catalogue du studio. Sauf que ce décalage, il a été d'1 an, puisque le film est sorti le 7 mars 2025 aux États-Unis. À cause de tout ça, Mickey 17 avait un peu mauvaise réputation dans l'industrie avant qu'il soit montré au grand public. Beaucoup pensaient que Bong Joon-ho s'était fait bouffer par la machine hollywoodienne, et d'autres disaient à l'inverse que le réalisateur avait abusé de son pouvoir, quitte à faire un film invendable. Les deux camps ont eu visiblement tort, mais le mal était fait. Et il faut bien admettre que la promotion de Warner a peiné à rendre justice au ton caustique du film et à son ampleur du côté de la science-fiction. Mais bon, c'est toujours facile de critiquer a posteriori le marketing d'un film, surtout aussi particulier. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'échec commercial de Mickey 17 va avoir des conséquences. Parce que Warner est en train de tirer la sonnette d'alarme. En 2022, Warner a fusionné avec Discovery. Et l'ancien patron de Discovery, David Zaslav, est devenu au passage le nouveau PDG du groupe. Ce qui est assez ironique étant donné que le cinéma
il s'en bat gentiment les roubignoles. Bien sûr que la part d'économie reste importante dans l'industrie du divertissement, puisque c'est son nom, mais c'est même pas l'art avec un grand A qui se voit menacé par Zaslav, c'est le cinéma en général. C'est notamment lui qui a annulé les sorties de Bad Girl et de Coyote vs Acme, préférant mettre au placard ses films pour des économies de taxes alors qu'ils étaient en cours de production, voire terminés dans le cas de Coyote vs Acme. J'avais également parlé du cas Juré numéro 2 dans une vidéo sur sa sortie sacrifiée, et bien sûr, comme tous les patrons de studio, Zaslav ne jure que par les franchises, entre le revival d'Harry Potter sur Max et la fondation du DCU de James Gunn et Peter Safran. C'est pas un mal en soi, mais disons que Warner était pendant longtemps l'un des studios qui avait su trouver l'équilibre entre les grosses marques et les projets d'auteurs affirmés. Sauf que cet équilibre, justement, il a été mis à mal en 2024, notamment avec les beats de Furiosa et de Joker 2, deux blockbusters très coûteux, mais pour lesquels le réalisateur reconnu avait eu les pleins pouvoirs, un peu comme Bong Joon-ho sur Mickey 17. Le cas de Joker 2 a été particulièrement énervant pour David Zaslav, parce que le film a quand même coûté 200 millions de dollars, là où le premier s'était fait pour 55 millions. D'un côté, il est clair que Todd Phillips a réalisé un film clivant, presque une antithèse artistique du premier Joker. De l'autre, la production a été mise en chantier selon une logique typiquement commerciale, qui voulait se reposer sur le succès du premier volet. Je vous renvoie à la vidéo de Geoffrey pour plus de détails, mais en février 2025, on a appris que David Zaslav aurait eu une réunion un peu houleuse avec les deux directeurs de la filiale cinéma de Warner à la suite de Joker 2. Ces deux directeurs, c'est Michael De Luca et Pamela Abdy. Ils ont rejoint le studio en 2022 lors de la fusion de Warner avec Discovery. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pour ça quitté MGM, qu'ils dirigeaient ensemble depuis très longtemps, jusqu'au rachat de la compagnie par Amazon. La date est importante, parce qu'en 2022, Joker 2 était déjà plus ou moins validé par leur prédécesseur, Toby Emmerich, et c'était également le cas de Mickey 17. De Luca et Abdy auraient pu freiner ces productions, mais au contraire, ça a reflété leur stratégie, tournée vers les auteurs et les projets un peu risqués. En 2023, ça a marché, puisqu'ils ont accompagné le carton du Barbie de Greta Gerwig. Mais les choses se sont très vite compliquées, et Joker 2 leur a visiblement fait perdre la confiance de Zaslav, comme l'ont annoncé certains rapports. Donc comprenez bien qu'il y avait un gros enjeu sur Mickey 17, et que ces résultats ont mis sur la sellette les deux directeurs de la filiale cinéma du studio. Depuis la sortie du film, pas mal de bruits de couloir annoncent que Zaslav réfléchirait à nommer un nouveau PDG de la section cinéma, avec en tête de liste Peter Safran, celui qui gère actuellement le DCU avec James Gunn, donc quelqu'un plutôt rattaché aux blockbusters et aux grosses propriétés intellectuelles. Mais avant ça, il y a le reste du line-up de Warner pour 2025, et il est là le vrai problème. Parce qu'à part Minecraft et Superman, les deux grosses évidences côté blockbuster, Michael De Luca et Pamela Abdy ont pris des risques qu'on pourrait juger suicidaires. Est-ce que vous saviez par exemple qu'en plus de la double ration de Robert Pattinson de Mickey 17, Warner avait misé sur une double ration de Robert De Niro? Non. Et bah c'est normal, parce que personne n'est allé voir The Alto Nights, sorti le 19 mars dans nos salles, et qui était quand même un gros film de gangster à la Scorsese par Barry Levinson, le réalisateur de Rain Man. Sauf que ça a coûté 50 millions de dollars, et que ça en a même pas rapporté 10 à travers le monde. Comme pour Mickey 17, le souci, c'est les budgets très importants que De Luca et Abdy ont validés auprès des réalisateurs pour des propositions pas forcément très porteuses. Je suis le premier à penser que les studios sont les premiers responsables de l'accoutumance du public aux franchises, et qu'ils ont conditionné un manque de curiosité généralisé. Mais là, on peut quand même se demander à quel point les deux décisionnaires se sont montrés naïfs sur le potentiel de leur catalogue à venir. En avril, Warner va devoir faire ses preuves avec Sinners, le nouveau film de Ryan Coogler, le réalisateur de Creed et de Black Panther. Un projet original qui promet d'être un film de vampire avec une double ration de Michael B. Jordan. Encore, qu'est-ce qu'ils ont avec les doubles chez Warner? Pour celui-là, on parle de 90 millions de dollars de budget. Et pour le moment, les analyses estiment un démarrage potable d'environ 40 millions de dollars sur 3 jours. Mais on parle pas non plus de méga succès, et avec un tel budget, Sinners devra dépasser les 185 millions de dollars pour espérer faire du profit. Face à ce vent de panique global, Warner a décidé de repousser à 2026 certaines de ses sorties. C'est notamment le cas de Flowervale Street, le nouveau film de David Robert Mitchell, le réalisateur du génial It Follows, qui aurait coûté lui aussi 90 millions de dollars. Mais il y a surtout The Bride, la relecture punk rock de la fiancée de Frankenstein signée Maggie Gyllenhaal. Et même s'il y a Jessie Buckley, Penelope Cruz et Christian
Christian Bale dans les rôles principaux, la note de 80 millions de dollars de budget semble être assez salée, d'autant que le film aurait eu des projections tests laborieuses, même si évidemment ça reste à prendre avec des pincettes. En bref, Warner serait en train de rebosser en profondeur le montage du film dont il ne serait pas satisfait. Mais tout ça là, c'est rien à côté du vrai gros morceau de 2025, le film qui nous fait déjà trembler des genoux, One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, évidemment, on l'adore pour Magnolia, Boogie Nights ou encore Phantom Thread, et il semblerait d'ailleurs que Hollywood l'a à la bonne parce qu'il aiderait en secret à réécrire les scénarios de ses camarades, comme ça aurait été le cas pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Ça explique peut-être pourquoi One Battle After Another a réussi à avoir un budget démentiel de 140 millions de dollars. Autant dire que ce film-là va être un argument majeur pour la vision très mercantile de David Zaslav en cas d'échec. Paul Thomas Anderson a souvent des budgets confortables, mais jamais à ce niveau-là. Sauf qu'il connaît aussi rarement des succès commerciaux, ce qui rend les budgets massifs de ses films de plus en plus compliqués à justifier dans l'industrie actuelle. Encore aujourd'hui, son plus grand score sur le sol américain, c'est son chef-d'œuvre There Will Be Blood, et c'est 76 millions de dollars de recettes. Pas beaucoup. Mais il semblerait que Michael De Luca et Pamela Abdy soient confiants, estimant même que One Battle After Another devrait être un succès grâce à la seule présence de Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Selon eux, le film pourrait atteindre les 180 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord. Et disons qu'on peine à y croire dans le contexte actuel, surtout quand on compare cette estimation à un autre film d'auteur de DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood. Le film avait totalisé 142 millions de dollars aux États-Unis, alors que son réalisateur, Quentin Tarantino, est beaucoup plus identifié que Paul Thomas Anderson auprès du grand public, sans parler de la présence également de Brad Pitt et de Margot Robbie dans le film. J'espère bien sûr avoir tort, mais Warner a aussi décalé la sortie du film, à la base prévue pour le mois d'août comme une sorte de petit blockbuster de fin d'été. Maintenant, One Battle After Another sortira le 24 septembre pour mieux coller aux cérémonies de récompense en début d'année suivante. En tout cas, le line-up de Warner en 2025 et 2026 pourrait amener, en cas d'échec successif, à voir David Zaslav resserrer encore plus les vis autour des types de films validés par le studio. Et en même temps, comment lui donner tort d'un point de vue du business quand cette daube algorithmique de Minecraft fait un démarrage record au box-office? C'est quand même un peu déprimant. Je vais d'ailleurs reprendre la conclusion que Mathieu a faite sur sa vidéo dédiée à Minecraft. On vote avec nos tickets de cinéma, et même si on pourra interroger les budgets de certains des films évoqués ici, ça reste important de se montrer curieux et de les soutenir. Surtout quand désormais tout finit au bout de 3 semaines en VOD. Les auteurs ont droit aussi d'avoir de la thune pour proposer des œuvres un peu différentes. Et c'est dommage qu'on en soit au stade où on croise les doigts pour que ces films arrivent à rencontrer leur public. Parce que sinon, ils risquent de tout bonnement disparaître. Et chez Warner, comme je l'ai dit, il n'y avait pas que Mickey 17, et je suis encore très triste du bid injuste de Juré numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood, auquel j'avais consacré une vidéo pour expliquer la stratégie problématique du studio. Donc allez au cinéma, et sur ce, je vous dis à la prochaine sur Écran Large. Ciao.